Merci de nous regarder à Rutshuru. Nous sommes dans les Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue. Édition spéciale, gros plan, zoom sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, plus précisément dans le Nord Kivu, où des affrontements violents sont signalés depuis le week-end entre les forces loyalistes de la République démocratique du Congo et les insurgés de M23. Le président de la République, qui devrait séjourner depuis demain à Malabo, a dû écourter son séjour pour suivre de près la situation ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Kinshasa, justement, qui a saisi les mécanismes de vérification sur le probable soutien de l'armée rwandaise à ce mouvement du M23. Même information également pour le gouvernement provincial du Nord Kivu. Son porte-parole, Sylvain Ekenge, dans un communiqué, dit avoir saisi également les mécanismes de vérification. L'air est donc grave, faudrait-il sonner la fin de la récréation? On parle des affrontements au niveau de Rutshuru, la ville qui mène, la voie qui mène vers Goma est donc fermée au niveau même des Kibuba. La situation est donc sous tension et la MONUSCO parle de certaines localités déjà récupérées de main de M23 par les forces armées de la République démocratique du Congo. Comment mettre fin à cette sorte de cirque d'événements, de négociations, mais aussi de guerres, avec son cortège de malheur? On parle de déplacement massif de population. On en parle dans cette émission. Merci à vous. L'heure est grave. Martin Fayulu appelle à la mobilisation général, et il faut nommément citer cet adversaire qui est là pour armer ces mouvements rebelles. Bienvenue à vous. Qu'est-ce que de ce matin on reçoit pour vous? Contrairement aux habitudes, pour parler économie, on va parler situation sécuritaire. Faustin Koudiachiala, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Serge. On parlera pas chiffres aujourd'hui. Non, c'est la première fois que je te vois. D'abord, tout seigneur, tout honneur, je dois te présenter mes félicitations comme nouveau directeur d'information de cette grande chaîne CCTV. Merci. Évidemment, bon, parler économie, il y en a toujours. Il y en a toujours des sujets économiques, il y en a toujours, parce que on sait longtemps qu'en sortant du matin, bon, on prend un taxi ou on achète du carburant qui ne se voit même pas. On doit se poser des questions. Je crois que tu as prévu quelque chose dans ce sens. Ne serait-ce que revenir sur cette pénurie de carburant. Il y a le groupement de professionnels de distributeurs de produits pétroliers qui avait sonné, qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme, mais apparemment c'est comme si le gouvernement n'a pas pris en compte toutes les remarques qui lui ont été transmises par les pétroliers. Évidemment, aujourd'hui, on est presque revenu à la case de départ. Il y a une pénurie, c'est vrai, mais il faut prendre des solutions à l'immédiat parce que... Les pétroliers sont devenus des insolvables vis-à-vis des fournisseurs parce que... Voilà. Je crois on en avait discuté une fois. On en avait discuté une fois sur votre plateau ici. Quand j'avais dit, en fait, vous savez, quand on gère un pays, il faut généralement se projeter dans le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours fonctionner de manière tout à fait spontanée. C'est-à-dire, quand il y a un problème, vous prenez une mesure, et quand le problème tend vers une solution, vous dites, non voilà, maintenant c'est bon, on peut croiser le bras. Je crois qu'il faut anticiper, se lancer dans une perspective de long terme, parce que aujourd'hui, les gens du FMI étaient là dernièrement, ils ont reposé le problème de ces subventions pétrolières qu'il fallait, pour eux, soit diminuer ou soit carrément suspendre. Ou soit diminuer, soit carrément suspendre. Je crois qu'il y a des questions qu'il faudrait se poser, notamment sur cette réglementation du prix du pétrole à la pompe, parce que chez nous, tel que notre économie est constituée, si vous revoyez à la hausse le prix du carburant à la pompe, dites-vous qu'il y a des répercussions sur le coût du transport. Avec notre structure économique qui est totalement désarticulée, les coûts de transport fait partie... En fait, a une grande part dans les prix des revenus des entreprises. Oui. Donc certainement, ça aura des répercussions sur les prix des biens et services. Et qui dit répercussions sur les prix des biens et services, il faut s'attendre peut-être à des effets inflationnistes sur différents segments de l'économie. Donc je crois qu'il y a une réflexion qu'on doit faire. Faut-il arrêter les subventions pétrolières comme le préconise le FMI? Faut-il le suspendre? Je crois qu'il faut que le gouvernement et les pétroliers se mettent autour d'une table pour prendre des solutions de long terme, pas des solutions à court terme. Parce que si on continue toujours avec cette spontanéité, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un problème, on se met autour d'une table, on prend des solutions qui se limitent juste dans un temps relativement court,
Ça, c'est projeté sur le long terme. Je crois qu'on va toujours revenir. Ça risque de nous rattraper un jour. Voilà. Comme cela est le cas aujourd'hui. Jenit Kaninda de Congo Market, je rappelle que Faustin Koudiasiala, c'est notre consultant sur des questions économiques. Il vient de temps en temps, quand il est libre. Et je pense qu'avec des nouvelles responsabilités que nous avons dans cette chaîne, il sera de nôtre pour nous aider de temps en temps sur des questions économiques. On n'en a pas assez. Ces genres d'oiseaux rares dans notre presse. Beau vent à vous, chers aînés et confrères. Jenit, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent sur la radio et comme à la télévision. Épargnez-moi ces débats sur l'économie ce matin. L'air est grave, l'air est à la mobilisation générale. Sinon, vous m'avez appelé il y a 2-3 jours que vous avez fait des longues files d'attente pour se procurer l'or noir. Le gasoil, ça devient vraiment un casse-tête. Ce matin, on peut facilement trouver l'essence, mais le gasoil, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En tout cas, j'ai circulé depuis 2 jours. Il n'y en a pas. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, ils seront servis parce qu'il était question que les stations soient approvisionnées. Ça devait d'abord arriver, la cargaison devait arriver, puis acheminer à Kinshasa. Bon, je ne sais pas si finalement... Il semble que les bateaux n'ont pas encore accosté et que la situation ne va pas se stabiliser avant la fin de la semaine. Ah, donc c'est vraiment compliqué pour nous qui utilisons des voitures à gasoil. Peut-être que je vais... m'accrocher chez vous pour me ramener à la maison. Merci. Jenit Kaninda qui sera aussi... En attendant que vos autres partenaires qui nous suivent en ce moment agissent peut-être. Le message est passé. Allez, les troisième et les derniers invités, Jean-Romas Mokolo. Jean-Romas, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à Serge Kabongo, bonjour à Faustin, bonjour à Jenit, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais placer un petit mot aussi sur cette problématique des pénuries de produits pétroliers. Ce que le gouvernement ne veut pas dire, c'est qu'il doit de l'argent aux pétroliers, il ne l'a pas fait à temps, et les pétroliers n'ont pas pu approvisionner les pays en termes de stock. Le gouvernement veut s'écrabler derrière la situation en Ukraine, mais le gouvernement ne dit pas qu'il n'a pas honoré ses engagements à temps et qu'aujourd'hui, les pétroliers font pression, comme Faustin l'a dit, pour qu'on augmente le prix à la pompe. Oui, on dit que gouverner, c'est prévoir. Donc moi, j'étais estomaqué de lire le communiqué de Seb Congo qui nous apprenait qu'il nous restait que 5 jours de stock pour les gazoil, autant de jours pour le kérosène qui est utilisé pour l'aviation. Bon, ça m'étonne. On aurait dû anticiper, on aurait dû en tout cas prévoir pour s'approvisionner suffisamment en produits pétroliers pour qu'on n'arrive pas à cette situation-là. Le gouvernement est dans un dilemme. S'il arrête la subvention, ça veut dire qu'on va appliquer les prix réels. Voilà. Et ces prix réels-là risquent d'être peut-être le double de ce que ce qui est pratiqué aujourd'hui, et ça aura des effets d'entraînement, ça risque de provoquer une grogne. Et maintenant, il a accepté de subventionner, mais il ne paye pas la subvention, parce que sûrement que le gouvernement a des problèmes de trésorerie. Comment on dit qu'on a réalisé on a des milliards en banque. Sûrement que le gouvernement a d'autres priorités, et qu'il estime que cet argent, les données pétroliers, ça risquerait peut-être, je ne sais pas, de bloquer certaines dépenses. Je ne sais pas, sûrement qu'il y a des gens aussi qui estiment que non, nous sommes venus au pouvoir pour nous enrichir, et si on donnait cet argent-là pour l'intérêt général, c'est-à-dire payer les subventions, on n'aura pas la possibilité de constituer notre matelas pour notre sortie. Mais c'est quand même contradictoire qu'on nous rabatte les oreilles, qu'on a fait des milliards, une première pour la DGI, pour les pays, Mouzitou l'a félicité, mais pour payer les pétroliers, on ne sait pas le faire. Bon, moi, je me rends compte que nous pouvons être sûrement l'unique pays au monde où l'on communique sur les réserves de change. C'est une performance. Donc, je ne sais pas. C'est pas une réforme, en fait. Parce que quand ces réserves-là augmentent, ça veut dire qu'on a bloqué certaines dépenses. Parce que cet argent-là qui se trouve en termes de réserves d'échange, si on devait les dépenser, donc les Congolais n'auront même pas des difficultés. Disons, en fait, on n'aura même pas assouvi tous nos besoins parce que notre budget, c'est un budget de misère. Donc, tout ce que nous avons comme dépenses budgétaires, c'est supérieur à ce que nous avons comme réserve d'échange. C'est-à-dire qu'ils ont seulement bloqué pour pouvoir claironner partout que voilà, nos réserves ont augmenté. C'est comme un peu un parent, par exemple, qui épargne l'argent pendant qu'il ne sait pas payer le loyer ou qui ne sait pas payer la scolarité des enfants. Tout simplement pour gonfler son compte bancaire. Merci beaucoup. Jean-Romas, vous gardez les micros. Allez, édition spéciale, c'était juste le biscuit de cette émission. Joseph, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai avec Joseph Kabila?
Félix, ben, on a passé 18 ans avec lui, hein. On ne va pas l'oublier sitôt. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, ne s'y rendra plus à Malabo en Guinée pour participer, Jean Romas, à la réunion de l'Union africaine. Il reste au pays pour suivre personnellement la situation à l'est du pays. Hier, la question était au centre d'une réunion de crise à la primature. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaou Kondé, avec les chefs d'état-major, les patrons de la police, tout comme les porte-parole du gouvernement, les vice-ministres à l'intérieur, avaient évalué la situation un peu comme à l'est du pays. L'heure est grave, Jean Romas. Oui, l'heure est grave. Je salue en tout cas l'attitude du chef de l'État parce que c'est pas normal que votre maison est en train de brûler et vous allez à une rencontre, à une réunion. Donc ça n'aura pas en tout cas de sens. Et on a un ministre des Affaires étrangères qui peut valablement représenter la RDC dans cette rencontre-là. Ça, c'est de un. De deux, je note qu'on est en train maintenant, pratiquement, comme on dit, bas de masques, quoi, bas de chauves. Maintenant, là, il est clairement établi que c'est le Rwanda qui est derrière, en tout cas, les fameux 23, qui est derrière toute cette insécurité qui est en train de prendre de l'ampleur à l'est du pays. C'est vous qui nommez le Rwanda. Non, je nomme pas, mais on a noté, par exemple, l'armée avait dit ça il y a 2 mois. Oui, il n'y a pas longtemps, les porte-parole du gouverneur militaire, Sylvain Ekenge l'avait dit. Mais qui a été contredit, par Mouyaya, le ministre et porte-parole. Non, bon, c'était maladroit de sa part de pouvoir contredire notre membre des institutions qui disait la vérité, qui était sur le terrain et qui disait la réalité. Donc, sûrement que le ministre de la Communication, au nom de la diplomatie, du bon voisinage, a voulu peut-être un peu de tempérer, de mettre de l'eau dans le vin, mais la réalité c'est celui-là, parce que l'M23, à ce que je sache, n'occupe pas un territoire qui est frontalier avec un autre pays, c'est avec le Rwanda. Et l'M23, à ce que je sache, n'a pas une usine pour fabriquer les armes. Donc sûrement, il y a sûrement un fournisseur, et il y a une base arrière, donc c'est le Rwanda. Et on a même découvert des équipements militaires qui ont été abandonnés lorsque les FARDC ont récupéré les territoires conquis par les M23. On a retrouvé des équipements militaires rwandais. Et il n'y a pas longtemps aussi, à cette époque-là où Sylvain Ekenge pointait du doigt le pays des programmés, où on a montré les militaires rwandais qui étaient arrêtés. Donc arrêtons cette hypocrisie-là. Nous devons nous assurer que depuis le génocide rwandais de 1994, depuis l'entrée de l'AFDEL que nous avons malencontreusement nous avons accueilli comme un mouvement de libération, jusqu'à aujourd'hui, les Rwandais en tout cas est à la manœuvre pour semer l'insécurité. C'est un peu le principe qui veut que l'insécurité des uns crée la sécurité des autres. Donc les Rwandais là, pour qu'ils soient en sécurité, et ils sont en train de travailler pour que nous soyons en insécurité, pour que demain nous ne puissions pas avoir des forces de défense et de sécurité suffisamment aguerries, qu'un jour ou un autre nous puissions, par exemple, aller au Rwanda aussi comme l'avait prédit ou l'avait recommandé Adolphe Muzito. Donc la réalité c'est là. Saisir le mécanisme conjoint de vérification, on l'a fait à 1000 reprises. Ce qui est faisable aujourd'hui, c'est que nous puissions nous déployer à l'est du pays. Sonner la mobilisation, oui, mais si les gens se mobilisent, est-ce que vous aurez le temps de les former? Il faut prendre les militaires qui sont sur place ici. Il faut les motiver, leur donner suffisamment de moyens. Il n'est pas normal, Serge Kabongo, que par exemple, un militaire qui est au front, qui soit appelé par sa femme pour dire non, l'enfant est malade, que je ne sais même pas lui acheter. Ne fût-ce qu'un compromis d'activité. Merci à vous. Je vais revenir à vous. Donc, il faut utiliser nos propres forces armées pour sécuriser notre pays et poursuivre les M23 jusqu'à leur dernier retranchement. Très bien. Les accusations fusent de partout. D'abord, ça commence par Kigali qui dit avoir essuyé des roquettes avant-hier venant du côté de la République démocratique du Congo. Mais aussi hier, l'armée qui dit avoir été victime de bombes et des bombardements venant du côté de Kigali. Apparemment, les modus operandi, comme José Nawes l'a si bien dit dans son édito de ce matin, comme celui d'hier, est le même avec les M23. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la recette Fachi, du genre ouverture, du genre mutualisation des efforts, n'a pas montré ses limites? Bon Serge, avant de revenir sur cette question-là, je voudrais d'abord dire un mot par rapport à votre première que vous avez posée à mon ami. Quand vous dites l'air est grave, moi je rétorque, je dis l'air a été toujours grave. En fait, ce qui se passe dans la partie est de la RDC, moi je le conçois comme
une expression de la naïveté et de la nonchalance de nos dirigeants au niveau de Kinshasa. C'est vrai que pendant 18 ans... Terme fort. Hein. Pendant 18 ans, mais pourtant c'est cela la réalité. Pendant 18 ans avec José Kabila, entre les Rwandais et entre Kinshasa et les Rwandais, en fait, on se soupçonnait mutuellement. On s'est pillé en fait. Et on sait tout ce qui a été dit par rapport aux relations en dents de scie que Kabila entretenait avec Kagame. Combien de fois n'a-t-on pas traité Kabila des Rwandais parce qu'on se disait peut-être dans l'opinion publique qu'il était trop mou par rapport à Kigali et que chaque fois que Kigali dépassait certaines limites, Kinshasa ne savait pas répliquer. Quand Tshisekedi est arrivé, c'est vrai qu'avec toute sa bonne foi, il se disait, bon voilà, le moment est venu de tourner la page, de penser toutes les plaies antérieures, de façon à ce que nous puissions... Parler coopération, ouverture... Nous puissions maintenant envisager une nouvelle forme de coopération. Mais ce que Kinshasa a ignoré, c'est que il faut comprendre la géopolitique de la région. En fait, au niveau de la région de Grand Lac, la stabilité du Rwanda dépend de l'instabilité de la RDC. En fait, le régime de Kigali ne peut s'assurer de son maintien que si à Kinshasa, ça continue à brûler. Parce qu'il y a cette donne qui est pratiquement récurrente, cette donne de FDLR. Combien de fois Kigali n'a pas brandi cette menace de FDLR qui n'est jamais arrivé à traquer? Vous vous rappelez en 1996, quand Mouzé est arrivé avec son AFDEL, le principal mobile, c'était quoi? Que non, on doit traquer les intérêts, à moins, ainsi de suite. Les Rwandais, qui a accompagné le truc de l'AFDEL, depuis la plaine, depuis le plateau de Ruzizi, jusqu'à chez nous à Kinshasa, ici, il ne nous a jamais montré, même ne serait-ce qu'un FDLR qui a été attrapé ou neutralisé. Les FDLR sont toujours présents. Et ils sont revenus avec John Numbi comme commandant d'opération. Pour Kigali, c'est qu'il faut comprendre. Et puis, avant de continuer d'aller plus loin, il faut, ne serait-ce que par rapport à ce qui s'est passé, les événements de ces derniers jours ici. Ça se passe exactement quand Félix Tshisekedi revient de Bujumbura, oui, où il est allé dans une visite de travail de 3 jours. C'est vrai que côté officiel, on nous a dit non, c'était pour des accords de coopération, ainsi de suite. Mais quand vous allez un peu plus loin, il faut comprendre que Kigali, en fait Kinshasa, avec le président Félix Tshisekedi, il s'est rendu compte qu'il ne sait plus faire confiance en son ami, celui qu'il a appelé ami et frère Kagame. Maintenant, il se décide de tourner vers Bujumbura. Parce que vous savez qu'entre le Rwanda et Burundi, il y a toujours des tensions. Il y a toujours des tensions internes. Entre le Rwanda et l'Ouganda. Et les deux se détestent ainsi de suite. C'est que finalement, il s'est rendu compte que non, bon, il ne sait pas compter exactement sur son ami Kagame et le Rwanda. Et même avec l'Ouganda, on ne sait pas exactement dire exactement quand est-ce que l'Ouganda est avec moi, quand est-ce qu'il ne l'est pas. Et puis il y a encore un autre problème, un fait important qu'il faut souligner. Il ne faut pas ignorer que le Rwanda et l'Ouganda viennent de signer des accords de coopération tout récemment. Ils se sont brouillés avant, mais maintenant aujourd'hui, ils sont dans l'harmonisation. C'est que quelque part, il y a une coalition qui se met en place entre le Rwanda et l'Ouganda contre la RDC. Et évidemment, à Kinshasa, on s'est dit, bon, comme je ne sais pas faire confiance au Rwanda, je ne sais pas faire confiance non plus à l'Ouganda, on s'est décidé de tourner vers Bujumbura. Et juste quand le chef de l'État quitte Bujumbura, c'est là où le M23 déclenche les hostilités. Donc il y a en fait une connexion qui prouve que réellement, il y a nos deux voisins de l'Est ne se sont jamais départis de leur complot là d'antan. C'est-à-dire, pour eux, à Kampala comme à Kigali, ils se disent, tant que la RDC sera stable, nous, on n'aura plus rien à dire. En fait, la guerre de l'Est, c'est comme un fonds de commerce pour Kigali, autant pour Kampala. Parce que, dites-vous, quand le Rwanda, par exemple, construit une usine de raffinerie de l'or chez lui, à Kigali, il n'a pas de gisement. Alors qu'il n'a pas de gisement d'or, vous pensez qu'il doit se taire alors que la RDC s'organise pour ne plus l'approvisionner? Quand le Rwanda aujourd'hui affiche dans sa balance commerciale de production de coltan, alors qu'il n'y a aucune trace de coltan sur ce sol, où est-ce qu'il tire tout ça? C'est à l'Est. Donc je crois, Serge, il y a... Chez nous on a tendance à oublier rapidement. Il ne faut pas ignorer non plus. Rappelez-vous une fois quand le président Sarkozy était passé ici, le président Sarkozy a lancé une recette qui continue toujours à guider toutes les actions au niveau de la région. Il faut partager les richesses. La gestion partagée des ressources naturelles. Oui. Je crois que c'est notre combat. Notre combat de tous les jours doit être, la RDC doit appartenir aux Congolais et que les richesses, les ressources naturelles de la RDC doivent avant tout être l'affaire des Congolais. Parce que comment comprendre que si la communauté internationale veut du coltan de l'Est ou veut de l'or de l'Est, venez à Kinshasa. Venez à Kinshasa. Des rébellions étranges. Venez à Kinshasa, vous concluez des accords, comme ça on va mettre en place un mécanisme d'exploitation. Mais pourquoi, pour prendre notre coltan, vous devez d'abord nous tuer et après vous prenez votre coltan? Cette affaire de sous-traitance-là, c'est ce qu'il faut bannir. Je crois que c'est notre plus grand combat aujourd'hui. La sous-traitance, on sait qu'évidemment, la communauté internationale... Ça, c'est le rôle de la diplomatie.
tous les voyages, ces voyages n'ont pas suffi à faire changer un peu l'option de ces multinationales, l'option de cette communauté internationale. Je ne voudrais pas entrer dans le voyage du chef, parce qu'évidemment, je ne fais pas partie de l'équipe de la présidence de la République. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été conclu, qu'est-ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, on est devant un fait. Quand vous avez dit l'air est grave, moi je vous ai répliqué, l'air a été toujours grave. Il faut que de notre côté, nous ressaisissons. Il faut comprendre que notre souveraineté, on doit la défendre jusqu'au bout. Et que ça ne sert à rien de compter sur ce genre de mécanisme de vérification, mécanisme conjoint de vérification. Parce que ça, je vais vous rappeler une fois, quand vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, dans cet accord cadre, on a imposé un certain nombre d'engagements à la RDC. Mais pas aux pays voisins de l'Est qui brûlent la partie Est. Il n'y a aucun engagement pour le Rwanda. On demande de négocier avec les forces. Mais la RDC, on a imposé toute une litanie d'engagements et c'est déséquilibré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nommer celui qui nous agresse? Je disais hier dans mon édito sur CCTV que tu ne peux pas engager un combat, un bras de fer, avec quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que réellement nous faisons face à une rébellion congolaise qui est le M23, ou bien nous faisons face à une armée étrangère qui sous-traite une rébellion écran? Parce que dès lors que nous déterminons l'ennemi qui est en face, nous savons nous organiser à l'intérieur. En suivant même le compte-rendu de la réunion de crise hier, regardez ce que les porte-parole du gouvernement dit. Nous avons saisi le mécanisme pour les soupçons de soutien probable du Rwanda. C'est-à-dire on ne sait pas si on se bat avec qui. C'est ça le problème peut-être. On n'a pas identifié l'adversaire. Merci beaucoup Serge. Je pense que ici d'abord je dois apporter mon soutien en tant que patriote aux forces armées de la RDC parce qu'en ce moment il y a des soldats qui sont en train de payer de leur vie pour garder l'intégrité du territoire congolais. Le vrai problème, Serge, nous le savons tous, c'est le manque d'espace au Rwanda, le manque des ressources au Rwanda qui cause toutes ces difficultés, toute la peine que nos compatriotes subissent dans l'Est du Congo. Moi, je pense que la stratégie appliquée par le président de la République dès son entrée au pouvoir est en train de payer. Parce que le président de la République, en arrivant au pays, même déjà en étant dans l'opposition, il savait comme tous les Congolais que la RDC subit tout ça de la part du Rwanda. C'est connu même d'un petit enfant congolais. Mais il arrive, il continue avec la politique de la bonne foi. Mais maintenant, quand il arrive, il se dit, je suis Olivier maintenant. Est-ce qu'il faut directement déclarer la guerre au Rwanda? Est-ce qu'il faut faire comme la Russie et l'Ukraine? Vous dites c'est un petit pays, je vais marcher dessus dans 4 jours, ça sera fini. Non. Donc il se dit, je ne peux pas le faire. Parce que la déclaration d'une guerre, cher Serge, est aussi tributaire des questions juridiques, des questions de diplomatie, des questions économiques, mais aussi des questions de stratégie de contournement des obstacles. Et pourtant, l'opinion aujourd'hui est prête à soutenir Félix. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous parlez avec des gens à la cité, ils attendent que Félix, pour que celui-ci puisse tronquer la veste qu'il porte chaque jour à une tenue de combat kaki pour que nous puissions aller par machette, je ne sais pas moi, par n'importe quelle arme blanche. Je ne vous le fais pas dire, Serge Kabongo. Le président Tshisekedi a bien réussi dans sa stratégie parce qu'il était question de monter à la communauté internationale que je viens d'arriver. Je veux travailler avec mes frères de la sous-région pour le développement économique de manière globale. Ensemble, nous pouvons développer la sous-région et même l'Afrique. Il a montré sa bonne foi, comme vous l'avez dit. Mais maintenant, Kigali n'a pas compris ce discours. Pour Kigali, Tshisekedi a montré des limites. Il était faible, voilà, il est allé s'incliner devant les mémorials au Rwanda, voilà, il est faible, il m'appelle frère, tout ça, il m'invite à Kinshasa, et tout et tout. Donc pour Kagame, Tshisekedi était faible, et même pour certains Congolais, même ses opposants. Alors que c'était une stratégie qui était inscrite dans les cadres de pouvoir justement trouver suffisamment de preuves. Parce que quand vous voulez déclarer la guerre, il faut suffisamment avoir d'éléments. Est-ce que vous pensez qu'il est grand temps aujourd'hui de sonner la révolte? Oui, mais il est temps.
il est temps maintenant de passer à la fermeté par rapport à la position de Kigali, parce que maintenant c'est vrai que depuis un temps le président Tshisekedi avait déjà rompu avec cette figure de bon enfant vis-à-vis de Kagame. Vous avez vu cette image qui a circulé dans les réseaux sociaux où Kagame lui tendait la main et puis il a zappé sa main. Donc c'est aujourd'hui dire que Tshisekedi se place dans une position de pouvoir redonner la paix dans l'Est du Congo à n'importe quel prix, parce qu'il faut le faire. Mais maintenant, ça peut aussi jouer à une année des élections, à sa réélection. Hein. Ça peut jouer à cela, mais il a besoin. Tshisekedi a besoin aujourd'hui des autres alliés au niveau de la sous-région, parce que n'oubliez pas que si les M23 semble montrer la puissance, alors que nous savons tous que le mouvement est soutenu par des étrangers, par un pouvoir étranger, il faut que Tshisekedi arrive maintenant à emballer, permettez-moi le terme, à s'assurer du soutien des autres frères qui sont dans la sous-région, qui ne parlent pas le même langage avec l'ennemi du Congo. Mais malheureusement, sur ce point-là, je crois que Tshisekedi est en train de réussir. Il y a une sorte d'hypocrisie internationale. Vous avez l'ONU qui voit cela, les conseils de sécurité voient les sangs des Congolais qui coulent pendant plus de 20 ans. L'ONU est avec nous, on dit semble-t-il avec la première force onusienne mondiale. L'ONU laisse faire. Vous avez la CRGL qui voit ça, et il n'y a pas longtemps, le Congo venait d'adhérer à cette histoire des chefs d'État de la communauté de l'Est. Ils avaient demandé à ce qu'il n'y ait plus de soutien aux forces négatives, pendant que nous sommes en pourparlers avec les rebelles à l'Est, et c'est pendant ce temps qu'un autre mouvement rebelle nous attaque. Non, mais ça, c'est évident, Serge Kabongo. Parce que la communauté internationale, bon, moi je me dis, il y a de ces lobbies qui trouvent des dividendes dans cette guerre, enfin, dans la zone là, c'est un grand marché. C'est un grand marché pour certaines multinationales qui, du reste, sont aussi des financiers de cette fameuse communauté internationale. Alors, du coup, il ne faut pas aller brutalement rompre avec Kagame, parce que si aujourd'hui on regarde bien Kagame, son armée est 40e en Afrique. Nous, les FRDC sont pratiquement 7e en Afrique, alors que Kagame se trouve, je ne sais pas, dans la 30e ou 40e position en Afrique. Mais si aujourd'hui on sent que Kagame a de l'arrogance, c'est parce qu'il y a certaines puissances au niveau de la communauté internationale qui se rangent derrière Kagame pour pouvoir tirer des dividendes au niveau des matières premières. Mais ces voyages, justement, pendant 4 ans, n'ont pas suffi à faire pencher la balance du côté congolais. Non, mais ça suffit justement. Non. Mais il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer, cher Serge. Parce que au même moment que vous menez les démarches pour pouvoir faire entendre la voix du Congo, oui, n'oubliez pas que Kagame, que le Rwanda fait pareil. Il y a des lobbies qui sont installés depuis de longues années. Oui. Juste, je vais revenir à vous, cher. C'est juste un petit mot. Oui. Moi, je voudrais dire, en fait, recadrer un peu Génit par rapport à ce qu'il dit. C'est vrai qu'on n'est pas encore dans la logique de la guerre. Personne n'a dit qu'on doit déclarer la guerre au Rwanda, non. Mais il faut une attitude. En tout cas, jusque-là, les débats ne tournent pas autour de cette question. Mais moi, je crois que ce qui est plus important, c'est qu'on doit se démarquer de cette politique d'endormissement. Voilà. Parce que depuis pratiquement une vingtaine d'années, on connaît l'ennemi. Et apparemment, on amène le chef de l'État. On se dit, non, on se connaît, je le connais, je sais qu'il m'agresse quelquefois, mais je crois qu'il finira par changer. Ah non, voilà. Il faut changer quand même. Il faut rompre avec cette logique, cette politique de... Oui, mais en quoi faisant? Pardon? En quoi faisant? Mais il faut se réorganiser, papa. Parce que le plus grand problème, c'est que, je l'avais dit quand vous avez posé cette question, j'ai dit, on doit se réorganiser parce que notre souveraineté, nous sommes la seule à la défendre. Malheureusement, cette même communauté internationale dont vous faites appel là, c'est cette même communauté internationale qui assiste passive à ce qui se fait à l'Est. Est-ce que c'est une assistance passive ou bien c'est une assistance complice? On nous a entraînés, en fait, on nous a enfermés dans un carcan de façon à ce que, rappelez-vous, quand Kigali a fait son communiqué disant qu'il y a des obus qui sont tombés sur son territoire, ce qui par après a justifié son intervention militaire. Nous, dernièrement, le gouverneur militaire du Nord Kivu, il vient de faire le même communiqué, disant au niveau du mécanisme conjoint de vérification. C'est-à-dire, si on continue avec, vous savez, les droits internationaux, pour ceux qui étudient, ceux qui sont spécialistes en la matière, les droits internationaux, si tous les problèmes, tous les conflits interfrontaliers doivent être résolus par les droits internationaux,
dites-vous que non, vous êtes parti pour une éternité. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'imposer un rapport de force? Aujourd'hui, en fait, Serge, en tout cas, moi, mon point de vue, j'estime qu'on doit sortir de tous ces accords qui nous empêchent de nous défendre et d'aller jusqu'au bout de la logique. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi est connu. Vous avez cité le général qui a fait le communiqué. Sylvain Ekenge. La dernière fois qu'il avait un communiqué citant nommément le Rwanda. Le pauvre, il a été engueulé ici. Il s'est fait taper du doigt. Il s'est fait taper du doigt. Mais aujourd'hui, avec son communiqué d'hier, là, c'est vrai qu'il dit clairement que non, voilà, on a, sur les champs des opérations, on a récupéré certains effets militaires qui sont ni de FARDC, ni de M23. Mais de qui ça ne veut pas dire exactement que ces effets militaires sont de l'armée rwandaise. Peut-être elle attend à ce que Kinshasa le dise. C'est pourquoi j'ai dit avant, on doit se départir de cette naïveté-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est convaincu. Est-ce que le président Félix ne court pas les risques de subir ce qu'on a dit à Kabila hier, qu'il a son silence ou soit sa position un peu alambiquée serait une autre complicité? En fait, chez nous ici, on doit partir d'un postulat qui est clairement établi que le Rwanda ne sera jamais un partenaire fiable. Parce qu'il est de mauvaise foi. Dans l'opinion, moi j'ai parlé avec des gens depuis avant-hier, quand j'y rentrais, même dans les quartiers, hier à Kitambo, les gens se disaient, en tout cas, Félix, ceux qui ont voyagé à Komona Makamunaï, on a besoin d'un Félix, chef de guerre, chef des armées, même si, comme le confrère Léné a dit, on ne déclare pas la guerre, mais il faut chercher comment imposer un rapport de force. Oui, Serge, même si le chef d'État mettait les treillis en commandant suprême des armées, ce n'est pas ça qui va en tout cas faire pencher la balance de notre côté. Je crois que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est notre naïveté. Je vais remonter à l'AFDEL. Tout le monde le savait. Même le pouvoir de Mobutu criait partout. Mais les Congolais ne voulaient pas entendre qu'on avait affaire à des envahisseurs qui ont porté la tenue des libérateurs. Et nous les avons accueillis ici. En libérateur. Mais je pense que plus de 20 ans après, c'est pas normal. Laissez-moi évoluer un peu. Non, nous avons des militaires dans ce pays. Je prends l'exemple de Bemba. Bemba avait mis des militaires à la disposition de Boujamabé qui ont mis en déroute les scènes de paix. Est-ce que je peux évoluer? Allez-y. À la différence du Rwanda, chez nous ici, nous avons connu des Congolais qui ont collaboré avec l'étranger pour faire du mal à leur propre pays. Oui. Donc, nous le savons, nous tous. Jean-Omas, ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Vous dites ça, oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. C'est un fait. Et nous sommes devant une situation de fait. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout ce que vous dites là, c'est connu. Tout ce que vous dites là, c'est du déjà dit, c'est du déjà entendu. L'air est grave. Il faut sonner la mobilisation générale. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Parce que je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, en 2004, Bemba a mis ses éléments à la disposition de l'armée nationale, avec le général Moudjamabé, ils avaient mis en déroute les CNDP, ici en 2004. Est-ce que le problème, c'est qu'on n'a pas de militaires formés? Est-ce qu'il y a un problème logistique? C'est un problème de motivation? Voilà, le problème, c'est que nous sommes infiltrés, par exemple. On a autant d'officiers dont la loyauté, en tout cas vis-à-vis du pays, est contestable. Oui. Deuxièmement, nous avons, oui, une armée de militaires. Et vous savez, par exemple, ce qui avait été fait à Kitona, les sorts qu'on a réservés aux militaires qu'on a formés avec l'argent du contribuable congolais. Oui. On les a liquidés un à un. On est resté avec souvent des gens qui se retrouvent à l'armée. Vous pensez que cela participait à tout ce que nous subissons aujourd'hui? C'est un des facteurs aussi, l'affaiblissement de notre armée. Oui. Ce qui doit être fait aujourd'hui, ce n'est pas important de déclarer la guerre parce que la guerre, elle est là depuis pratiquement 1996. Nous sommes en guerre. Dans la partie est du sans pays, une guerre déclarée. Voilà, on n'a pas besoin de déclarer la guerre. Oui. Ce qui doit être fait, on le répète, ce n'est pas de mutualiser les forces avec nos anciens agresseurs ou ceux qui tirent les ficelles. Ce n'est pas de faire une coopération avec le Rwanda sur le plan des renseignements, tout ça, parce que là, ça va renforcer encore notre infiltration. Ce qui doit être fait, c'est qu'on puisse sélectionner parmi nos militaires ceux qui sont suffisamment aguerris, ceux qui sont prêts à mourir pour leur pays. Vous savez ce qui se passe en Ukraine. C'est quoi? C'est parce que les gens se disent nous devons mourir pour notre pays. Mais nous ici, les Congolais, ont peur de mourir pour leur pays. C'est ça la grande différence que nous avons. Non, on n'a pas vraiment des patriotes. Donc il faut faire une bonne sélection et mettre à la disposition de ces soldats-là, formés, requinqués de moyens logistiques, des moyens militaires
et même les mettre à l'aise. Mais vous savez, Jenny, voilà. vous savez, Jenny, le plan social aussi, même cette rébellion écran, on sait que c'est une rébellion écran, en fait, c'est l'armée rwandaise. Ça s'appelle guerre par procuration, quoi. Oui, c'est voilà. Donc le Rwanda est en train de mener une guerre par procuration via l'M23, comme à l'époque c'était via CNDP, comme à l'époque c'était via RCD, comme à l'époque c'était via l'AFDEL. Mais vous savez aussi, cher Jenny, que ces pseudo-rebelles savent qu'ils ne peuvent pas rentrer à Goma. Même l'opinion publique interne est hostile à ces gens-là. Et ils le savent. Hier, j'ai parlé avec... enfin, Jean-Marie. Ça risque de se transformer en une guerre civile. Mais Dieu attends, ils sont déjà à Goma. J'ai dit, ils n'entreront pas à Goma. Ils n'entreront pas. Et même savent qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, parce que ce sont des civils qui vont prendre des armes blanches. Vous parliez tout à l'heure d'une guerre par procuration. Oh, je suis bien d'accord avec vous parce que le Rwanda sait qu'il faut se servir du M23 comme un bouclier frontalier. Parce qu'il ne faut pas que la guerre aille au Rwanda. Il y a le problème, parce que demain, Janice, oui, la communauté internationale risque de nous mettre encore autour d'une table avec ces pseudo-rebelles. En tout cas, ça ici déjà au niveau du Parlement, ça a été voté. On ne peut plus s'asseoir avec des gens qui prennent des armes contre les populations congolaises. On ne peut plus. Donc, je ne vois pas aujourd'hui le président Tshisekedi fléchir par rapport à ça. Déjà qu'il avait refusé à Kagame quand il a dit il faut parler là-bas, il lui a dit est-ce que vous avez déjà accepté de parler avec les FDLR? Voilà. Donc, la vraie position, moi je ne suis pas d'accord avec Faustin lorsqu'il dit non, il faut la politique d'endormissement. Non, non. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de la politique d'endormissement. Moi, je parlais tout à l'heure de preuves. Il faut réunir les éléments. Mais est-ce que pendant ce temps, le gouvernement a croisé les bras? Le gouvernement n'a pas croisé les bras. Parce que lorsque vous regardez au niveau de la sous-région, Tshisekedi dit, ok, moi je veux maintenant aller pour l'écrasement de ces forces négatives. On dit, non, non, créons un mécanisme pour leur donner une ultime chance, une dernière chance. Invitons-les à Nairobi et on les invite à Nairobi. Le M23 refuse de venir. Pose des conditions, on dit vous venez sans condition. Vous déposez les armes sans condition. Donc le gouvernement est dans un processus parce que vous savez le rétablissement de la paix, c'est pas comme si on venait vous déguerpir de la maison et puis on change de locataire. Donc il y a question de vies humaines qu'il faut prendre en compte. Parce que moi, il y a quelqu'un qui me faisait rire. Non, quand le président Tshisekedi venait d'arriver, il avait dit non, mais est-ce qu'on ne peut pas seulement mener des bombes là-bas, là où il y a le M23, on les bombarde avec tous les Codeco là. Et bon, c'est quelqu'un qui me racontait ça, vous savez, à 10e rue là, parfois les gens racontent de tout et de rien. Sous les arbres. Oui, sous les arbres. Passer par là. Hein. Voilà. Comme combattant. Voilà. Donc, il y a alors des généraux qui nous ont dit non, non, monsieur le président, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a les droits internationaux. Tout ça, on ne peut pas tirer là où il y a des populations civiles. Donc moi je pense qu'ici, c'est réorganiser, c'est dans le sens de ce que disait tout à l'heure Jean Romance, qu'il faut passer par, il faut recruter davantage, parce que regardez ce qui se passe, cher Serge, lorsque vous délogez l'ennemi, c'est des centaines de kilomètres, quand vous les délogez, mais après il faut laisser des forces de sécurité sur les lieux pour que l'ennemi ne revienne pas. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut encourager aujourd'hui les Congolais, nous compatriotes congolais, à pouvoir aller massivement dans les rangs des FARDC, que nous puissions renforcer le nombre de forces combattantes, de sorte à sécuriser, à avoir suffisamment de forces pour pouvoir... Vous pensez que dans les médias, on doit maintenant changer aussi les discours? Même les discours, il faut un discours de la mobilisation. Voilà, ça changerait quoi si Kinshasa cite nommément les Rwandais? Ça changerait quelle donne sur le plan interne ou sur le plan externe? Oui, là, ça serait sûrement une déclaration de guerre. Peut-être du côté de Kigali va voir ça comme étant une déclaration de guerre. Je voulais préciser parce que vous m'aviez coupé lorsque nous responsabilisé. Oui. Vous vous rappelez, en 2004, je crois 2004-2005, lorsque Moutegoussi a pris Bukavu, je crois. Mais on a eu des manifestations ici à Kinshasa. Oui. Donc, à plusieurs reprises, quand une ville était attaquée, il y a eu des mobilisations ici à Kinshasa, des manifestations, tout ça. Mais depuis un bout de temps, apparemment, on est habitué avec cette agression-là. Donc, on est devenu insensible. Pendant que nos frères se font tuer à l'est du pays, chaque jour, ici,
les gens sont en train de faire la fête, ils sont dans les terrasses en train de fêter. Donc c'est ça aussi un autre problème. Comment on peut mobiliser avec des gens qui sont distraits? Mais il faut travailler en vue de la construction de ces vouloir vivre commun. Comment des Congolais qui avaient une grande capacité d'indignation il y a quelques années, aujourd'hui on trouve normal que des gens soient égorgés, soient tués comme on le fait. Donc nous avons une grande responsabilité, nous aussi les élites, pour pouvoir quand même sensibiliser, essayer un peu de conscientiser les Congolais que nous sommes tous ressortissants de ces pays. C'est comme un corps, quand une partie est blessée, c'est tous les corps qui souffrent. Donc, très bien. Nous donnons l'impression comme si les Kivu, les Touri, les partis, en tout cas endeuillés par les affrontements, par la violence, n'appartiennent pas au Congo. Et que ces Congolais qui sont de l'autre côté, qui souffrent, donc ne sont pas nos frères. Non, mais ça doit commencer par l'élite, comme vous l'avez dit. L'élite doit donner les go pour que les Congolais lambda plus emboîter les pas. Serge, moi je crois, c'est-à-dire il faut se mettre à l'évidence qu'on est devant un fait. C'est-à-dire la maison est en train de brûler. Ça, c'est la réalité. Recruter, mobiliser, c'est bien beau. Que non, il faut lancer un appel à ce que les gens... Commençons d'abord par faire avec les moyens des bords. Voilà, il faut faire avec ce que... Mais est-ce que qui sont avec nous vraiment dans la solution? Moi, je privilégie deux approches. En fait, une approche en deux pistes. Attendez, première chose... S'il vous plaît, vous avez les stylos, vous pouvez garder votre approche à deux volets, mais répondez d'abord à ma question. Oui. Qui sont au sein de la communauté internationale aujourd'hui avec les pouvoirs de Félix Tshisekedi? Qui sont ses alliés? Qui sont ses partenaires? C'est pourquoi j'avais utilisé les termes que... Mobutu, à l'époque, il faisait face à telle situation. Les parachutistes belges sont arrivés, les Marocains sont arrivés, les Libyens sont arrivés. Mais qui sont avec Félix? En fait, c'est pourquoi j'avais utilisé les termes que Djenit a détourné de son cadre. Oui. C'est-à-dire cette politique d'endormissement. J'ai dit, rappelez-vous Serge, ici, nous étions tous dans ces pays. Quand il y a eu la guerre d'agression avec Mouzé, en 98, là, vous savez, jusqu'à sa mort, Mouzé n'a jamais réussi à convaincre la communauté internationale que la RDC était agressée. Alors qu'il y avait une évidence qu'il y avait une agression. Et on a eu l'embargo jusqu'à aujourd'hui. On a eu l'embargo jusqu'à aujourd'hui qui continue à nous pourchasser. C'est pourquoi j'ai dit, si on continue toujours avec cette logique de tendre la main à la communauté internationale, nous risquons un jour de nous réveiller et puis la partie Est sera totalement... Sortons un peu de ces cadres-là. Oui. Parce que si on se dit toujours, non, voilà, chaque fois que quelqu'un vous tape sur le... Non, on a saisi les mécanismes. Non, voilà, j'ai saisi les mécanismes. Non, on doit recourir à l'accord cadre. Je vous ai rappelé tout à l'heure... Faisons un peu le voyou. Je vous ai rappelé tout à l'heure, là, la panoplie d'engagement qu'il y a dans cet accord cadre qui ne concerne que la RDC. Ce n'est pas un pays de la région. Développez maintenant votre... Maintenant, je disais, parce que la maison est en train de brûler, que faire? La première chose à faire, Serge, c'est que on doit se rendre compte qu'il y a un certain discours de fermeté au niveau de Kinshasa. Très bien. Il faut que Kinshasa dise clairement qu'est-ce qui se passe à l'Est, qui est derrière l'M23. Il ne faut pas qu'on continue avec cette politique-là de voilà, je ne sais pas les nommer parce qu'on doit préserver les relations de bon voisinage. Aujourd'hui, on s'est rendu compte là que Kinshasa et Igali, on ne peut pas parler des relations de bon voisinage parce que tous les deux capitales là ne sont pas inscrits dans un même agenda. Voilà. Notre agenda n'est pas celui de Kigali. En fait, pour Kigali, tant que la RDC sera instable, Kigali va en profiter. Si bien que ça dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut d'abord qu'on parte de cette première approche, la fermeté. Il faut qu'on dise exactement qui sont derrière les M23. Merci beaucoup. Et puis après cette logique de fermeté, il y a aussi rétablir la confiance. Parce qu'aujourd'hui, on demande la mobilisation là. Il faut que les gens aient confiance au pouvoir qui est à Kinshasa. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça peut partir de cette image au coup d'éclat médiatique, Félix avec Bemba, Katumbi, Fayoulou? C'est pourquoi vous l'avez dit, Djenit aussi l'a dit, le président Félix Tshisekedi a eu une opportunité à quelques mois des élections de 2023. Cette guerre peut être une opportunité. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut capitaliser et en tirer des dividendes politiques. Maintenant, c'est maintenant qu'on doit sentir que vraiment il est un chef de l'État et les garant de la souveraineté nationale. Et c'est à lui maintenant de manager, de mettre en place des stratégies de façon à ce qu'il puisse confirmer que non, la RDC est debout et qu'elle restera depuis toujours. Très bien. Allez, tout le soutien à nos forces armées. Bendele Kouyaté, comme dit Patrick Mouyaya et la radio-télévision pendant ce temps, Mbosso et Bahat, ils n'ont toujours pas trouvé les giches. Bon, je crois qu'ils vont trouver... Regardez-moi une république fort possible. On tue les gens là-bas, Mbosso et Bahat. Ah, vraiment, quel peuple! Hein? Non, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils vont trouver sûrement... Mais on peut aussi mobiliser les Wewa qui font la loi sur nos routes ici pour aller
quand même renforcer l'armée aussi. Tous les Congolais, pas seulement les Wewa. Merci beaucoup. Allez, restez donc vigilants. L'émission est terminée. Merci à Jean Romas. Merci à Djenit et merci à Faustin Koudessala. Faustin, rendez-vous dans 2 semaines. Hein. Il n'y a pas de problème. Allez, à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été de notre vigilance démise. Tous derrière nos forces armées de la République, tous derrière le président de la République, nous allons vaincre pour que la paix soit rétablie dans la partie est du pays. Et à tous nos compatriotes de l'est du pays, dites-vous que vous avez vos frères qui vous soutiennent et avec qui vous allez partager, c'est vrai, des moments de bonheur avec, bien évidemment, le président de la République. Portez-vous bien, demain on va terminer cette émission, 9h30. Au revoir.